Bonjour à tous. Pour la deuxième séance de calcul et analyse, nous allons faire une introduction sur les mathématiques financières, avec en particulier la notion de placement d'intérêt et d'argent récolté, qu'on appellera donc notre capital, notre valeur acquise. Et puis, dans un deuxième temps, la notion de prêt, donc d'un emprunt à rembourser en certaines annuités ou mensualités. Alors commençons par voir le principe en fait de ces mathématiques financières. Une valeur, quelle qu'elle soit, a une date zéro, donc un capital prêté à rembourser ou placé qui va rapporter de l'argent. On peut noter C indice 0, va donner n périodes de temps plus tard, n années, n mois, peu importe la période qu'on compte, une valeur C indice n, qui sera donc mécaniquement plus grande que C indice 0 parce que sur la période, des intérêts vont courir et vont faire augmenter cette valeur. Que ce capital soit prêté ou remboursé ou placé et ensuite va fructifier et va donner un capital C indice n, cette valeur va augmenter d'un montant qui s'appelle les intérêts. Donc les intérêts sont la différence entre C indice n et C indice 0. Alors on verra que puisqu'on compte le temps en un certain nombre de périodes, on aura tout avantage à utiliser une notation de type suite, avec des indices, pour noter le capital possédé au bout de n périodes après la période 0 qui représente l'instant initial. Ces intérêts peuvent à leur tour être notés par la lettre I avec un indice, I indice n, qui peut être écrit en minuscule ou en majuscule, peu importe. Ce qui est important à retenir, c'est que I indice n représente l'intérêt total acquis n périodes après l'instant 0, et non pas l'intérêt acquis lors de la nème période. Alors, il y a deux pratiques différentes au niveau bancaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de calculer les intérêts qui vont donner des résultats différents. Ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve et de ce qui sera appliqué par la banque en particulier. On appelle ça les intérêts simples ou les intérêts composés. En tout cas, l'intérêt augmente avec la valeur placée au départ et le nombre de périodes que l'on attend. Commençons par les intérêts simples, ils portent bien leur nom. Ils sont tout simplement proportionnels à la durée. Donc j'ai une valeur C0 qui est placée. Donc dans cette grande première partie de vidéo, je m'intéressais à de l'argent placé qui va rapporter. Alors ça peut être de l'argent placé par un particulier sur un compte, auquel cas d'ailleurs on ne compterait pas des intérêts simples, mais peu importe. Ou alors de l'argent placé par une banque, c'est-à-dire prêté par une banque, par exemple à une entreprise, et cette banque va récupérer une valeur supérieure n périodes plus tard. Les intérêts simples sont proportionnels à la durée. Ils sont déterminés pour calcul par ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, sans plus de précision, est par défaut annuel. On le notera ici T. Prenons un exemple. J'ai un capital de 1000 € à la date 0 et j'ai un taux d'intérêt annuel de 4%. Ça signifie que je vais gagner en un an 4% de 1000 €, à savoir 40 €. Donc I1 vaut 40 €, ce qui veut dire que C1, le capital total possédé, vaut 1000 plus 40, donc 1040 €. Donc on voit que pour calculer l'intérêt I1, en haut à droite, on multiplie simplement le taux annuel par C0. Maintenant, pour calculer I2, eh bien, l'intérêt étant proportionnel à la durée, je vais prendre 1000 € multiplié par 2, multiplié par 4%, c'est-à-dire que l'intérêt I2 vaut le double de I1, 80 € ici. Et donc, 2 ans plus tard, j'ai un capital possédé de 1080 €. Et ainsi de suite. En intérêt simple, l'intérêt I1 va se démultiplier sur le nombre de périodes, et donc je vais gagner 40 € de plus chaque année.
I3 vaut donc 120 €, C3 1120 €, et ainsi de suite. Donc on peut en déduire facilement une formule générale. Au bout de n périodes, je vais gagner n fois I1, c'est-à-dire n fois C0 fois T. D'où la formule générale IN égale C0 fois n fois T. Que vaut le capital C indice n? Eh bien C0 plus IN, donc C0 plus C0 NT, donc C0 facteur de 1 plus NT. Je m'aperçois que si je représente donc ça graphiquement, j'ai une croissance du capital C indice n à vitesse constante, ce qui est bien traduit par la formule qu'on vient d'obtenir, Cn égale C0 plus C0 NT, n étant la variable, est une relation du premier degré. C'est une forme y égale à x plus b qui, tout naturellement, va se traduire par une droite sur une représentation graphique. Alors regardons maintenant comment est-ce qu'on peut faire des calculs lorsqu'on a un nombre de périodes qui n'est pas un entier. Parce qu'après tout, on pourrait bien vouloir calculer combien d'argent on a sur un compte au bout d'1 an et demi, et pas forcément 1 an ou 2 ans. Et bien en fait, cette formule s'adapte très bien à une valeur de n qui n'est pas un entier. Il suffit de remplacer n par 1,5. Et je trouverai qu'en 1 an et demi, eh bien mon intérêt vaut 60 €. Et donc, le capital possédé à ce moment-là vaut 1060. Alors bien entendu, dans cette formule, il y a une contrainte. Si vous voulez multiplier n par t, il faut que ces deux valeurs soient cohérentes dans leurs unités. Si vous utilisez un taux annuel, alors il faut que n soit exprimé en années. 1 an et demi, c'est donc 1,5. Si par contre, on nous avait donné dès le départ un taux mensuel, eh bien 1 an et demi, ça devrait être traduit en 18 mois. 18 fois le taux mensuel. Donc on doit respecter cette cohérence. C'est vraiment une chose à retenir qui est très importante. 3 mois après le début, avec un taux annuel de 4%, eh bien je dois utiliser une formule qui nous dit petit n égale 3 douzièmes, 3 mois c'est 3 douzièmes d'année, multiplié par 4%. 3 douzièmes ça fait un quart, donc j'ai un quart d'année. 4% à l'année, un quart fois 4%, ça nous donnera 1%, donc on gagne 1% en 3 mois. C'est-à-dire qu'on passe de 1000 à 1010 €, on a un intérêt de 10 €. Si maintenant, je me mets à compter en jours, en un nombre de jours qui n'est pas un nombre entier de mois. Donc là, il faut convertir 40 jours, par exemple, en années, pour pouvoir le multiplier au taux annuel. Eh bien, il faut tenir compte du fait qu'au niveau bancaire, financier, comptable, une année se compose de 360 jours, c'est une règle simplificatrice, 360 jours qui équivalent à 12 mois de 30 jours. En tout cas, si j'envisage une période de 40 jours, je vais diviser ça par 360 pour me donner la fraction de l'année comptable correspondante. Donc, converti en années, ça devient la fraction 40 sur 360. Je multiplie ça à 1000, évidemment, et à 4%, et je trouve qu'en 40 jours, j'ai gagné 4,44 €. Alors, il faut bien tenir compte donc de ces conversions de nombre de périodes dans la bonne unité de temps. Moyennant ça, on applique toujours la même formule. Alors ici, il y a deux formules séparées pour l'intérêt et pour le capital. Donc tant mieux, ça nous donne deux outils. Mais quoi qu'il en soit, on arrive toujours à nos fins avec l'une des deux formules. Alors, voyons maintenant comment utiliser les formules pour calculer autre chose que Cn. Après tout, dans tel ou tel exercice ou tel cas de figure, on peut très bien connaître Cn, mais avoir une inconnue sur C0, ou alors sur N, ou alors sur T. Par exemple, si on nous demande d'actualiser une valeur, c'est-à-dire de retrouver C0 lorsqu'on connaît Cn, c'est le terme qui est employé pour ça.
Donc imaginons que, par exemple, j'ai un placement à 6% annuel pendant 4 ans, en intérêt simple, qui a donné un capital de 3 472 €. Quel était le capital placé au départ? Eh bien, je m'appuie toujours sur la même formule. Cn, je le remplace par 3 472, égale C0, inconnu, multiplié par 1 plus nt, qui est égal à 1 plus 4 fois 6%. 4 fois 6%, ça fait 24%. 1 plus 24%, ça vaut 1,24. Donc, 3472 égale C0 fois 1,24. Donc, par division, C0 est égal à 3472 sur 1,24. Résultat, 2800 €. Alors, je précise une chose avant d'avoir quelques commentaires. En tant que particulier, on ne place pas de l'argent en intérêt simple sur plusieurs années. Ça n'existe pas dans la pratique. Donc j'applique ça justement uniquement en exercice pour nous faire appliquer la formule. Mais dans la pratique, les intérêts simples sont utilisés pour des circonstances à court terme. Donc des emprunts à court terme faits par une entreprise auprès d'une banque, à rembourser 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard. Donc en général pour des durées inférieures à 1 an, et pour ce type-là d'opération. Alors, je reprends ma formule, je veux cette fois-ci retrouver un taux. Je sais combien d'argent j'ai mis au départ, je sais combien d'argent il y a eu à la fin, je sais combien de temps ça a pris, et la question est, à quel taux est-ce que tout ça s'est réalisé? Donc, imaginons qu'une entreprise demande un prêt de 3 000 € à la banque, et la banque lui dit, 60 jours plus tard, vous allez me rembourser 3 020 €. Quel est le taux annuel correspondant? Alors, donc il ne faut pas, on va dire, se faire des maux de crâne, d'accord? Il faut prendre la formule telle qu'elle est et l'appliquer. Je connais Cn, 3020, je connais C0, 3000. Mieux, je peux aller au plus simple et prendre la première formule. Je connais l'intérêt, 20 €. 20 égale 3000, multiplié par n, alors 60 jours, donc à convertir en années, 60 sur 360, pour qu'en face j'ai petit t qui soit un taux d'intérêt annuel. Très bien. Donc 20 égale 3000 fois 60 sur 360 fois t, donc combien vaut t? Eh bien, je replace tous les facteurs présents devant t de l'autre côté, donc 20 sur 3000 sur 60 fois 360. Résultat 0,04, donc 4%. Voilà. Ce prêt a été consenti au taux annuel de 4%. Et enfin, bien entendu, retrouver une durée. Cette fois-ci, je connais la valeur de départ, la valeur d'arrivée, je connais le taux annuel, je me demande quelle a été la durée correspondante. Donc, combien de temps une valeur placée à 8%, sous-entendu taux annuel, met-elle pour augmenter de 1%? Donc, beaucoup moins qu'une année, puisqu'on a un taux de 8% à l'année. Je réécris la même formule encadrée avec les données dont je dispose. Si ma valeur de départ C0 a augmenté de 1%, c'est qu'elle est devenue 1,01 fois C0. Ça, c'est notre Cn. 1,01 C0, si je suis la formule, est égal à C0 fois 1 plus n fois 8%. Donc, je peux simplifier par C0. Effectivement, dans la question, on peut se dire, mais au fait, on ne connaît pas la valeur de départ. Mais on n'a pas besoin de la connaître, puisque si on écrit la formule, on s'aperçoit qu'on peut simplifier. En fait, 1 plus n fois 8% doit être égal à 1,01. Et en retranchant 1, n fois 8% doit être égal à 0,01. Donc n doit être égal à 0,01 sur 8%, c'est-à-dire 0,08. Donc un huitième, donc 0,125. On cherchait une durée, on a utilisé un taux annuel, donc on obtient une durée en année. 0,125 années, si je veux savoir ce que ça représente en mois, eh bien je multiplie par 12 par exemple.
Enfin, par exemple, en mois, pas par 12 par exemple. 0,125 fois 12, ça donne 1,5. Résultat obtenu en mois. Si j'avais multiplié 0,125 par 360, j'aurais obtenu un résultat en jours. J'aurais trouvé 45. Voilà donc pour les intérêts simples. Pour les intérêts composés, qui utilisent des formules différentes, on verra qu'on a la même structure finalement, générale, et on pourra se poser les mêmes questions. Simplement, on le fera à partir d'une autre formule. Donc, allons voir un petit peu le cas des intérêts composés. Alors là, on est vraiment sur un placement ou un emprunt remboursé, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que cette fois-ci, la valeur possédée à un instant donné, par exemple C2, va tout entière fructifier pour donner des intérêts pour la période qui suit. En intérêt simple, ça n'était pas le cas. Les intérêts étaient toujours calculés sur la base de C0 et rajoutés à égalité année après année. Ici, non. Une valeur va fructifier suivant un certain taux d'intérêt pour donner une nouvelle valeur, qui en entier va fructifier avec le taux d'intérêt pour donner une nouvelle valeur, et ainsi de suite. Donc les choses ne vont pas se passer tout à fait de la même façon. Je reprends mon exemple de 1000 € au départ avec un taux annuel de 4%. La valeur C0 va donc augmenter de 4% pour devenir C1. Alors, allons plus vite ici. Augmenter de 4%, on l'a vu dans la vidéo sur les pourcentages, c'est multiplié par 1,04. Donc C1 directement vaut 1000 fois 1,04, 1040 €. Qu'est-ce que j'ai fait donc pour trouver C1 à partir de C0? Formule en haut, C1 est finalement égal à C0 fois 1 plus T. Très bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette mise en forme? Parce que pour calculer C2, ça va être plus simple. Que vaut C2? Eh bien, c'est C1 augmenté de 4%. Donc C1 fois 1,04. Mais C1 fois 1,04, c'est 1000 fois 1,04 fois 1,04. Donc 1000 fois 1,04 au carré. Je peux calculer C2 directement à partir de C0 sans connaître C1. En disant simplement 1000 fois 1,04 puissance 2. J'obtiens 1081,60 €. Et cette valeur C2 va tout entière fructifier pour obtenir C3. Donc c'est 1081,6 qui va être encore multiplié par 1,04 pour donner C3. Ou alors d'une manière plus abrégée en revenant à C0 comme précédemment, il s'agit pour C3 de calculer C0 fois 1,04 puissance 3. Donc que vous preniez C2 fois 1,04 ou C0 fois 1,04 puissance 3, ça reviendra au même. Le résultat est 1124,86 € environ. Alors on voit apparaître la formule générale, bien entendu. On se doute bien que si vous voulez obtenir C1 n, quel que soit n, il vous faudra prendre C0 et multiplier par 1 plus t puissance n. Et donc c'est une formule générale qui est extrêmement courante en mathématiques financières et qu'il faut absolument retenir et maîtriser. Alors le hic par rapport aux intérêts simples, c'est que cette fois-ci petit n n'est plus en facteur de t, mais se retrouve en exposant au-dessus de 1 plus t. Ce qui, évidemment, pour certains calculs, va compliquer un petit peu les choses. Donc nous allons voir ça. Mais dans un premier temps, regardons un petit peu ce qui se passe. En fait, si je regarde ma formule générale, cette fois-ci, ma variable petit n, le temps, se retrouve en exposant. J'ai donc par définition une fonction exponentielle pour calculer Cn. Variable en exposant, fonction exponentielle. Et tout naturellement, puisque 1 plus t est supérieur à 1, ça va suivre une courbe qui est une courbe déformée à partir de la courbe de la fonction exponentielle que vous avez pu découvrir, qui à x associe e puissance x. En tout cas, c'est la même forme à un changement de repère près, donc un changement d'échelle.
Alors, bien entendu, on n'a plus affaire à une droite, d'accord? On n'a plus cette relation linéaire entre la variation de y en fonction de la variation de x. Ici, non, c'est une relation exponentielle. Donc, le capital C indice n va augmenter en accélérant, au lieu d'augmenter à vitesse constante. Ce qui peut être pas mal, c'est de regarder ce qui a pu être obtenu précédemment avec les intérêts simples et de faire une comparaison. En intérêt simple, j'étais parti du même exemple, C0 égale 1000, j'avais obtenu C1 égale 1040. C'est la même chose en intérêt composé. Un an plus tard, j'ai le même montant. Par contre, en intérêt simple, j'ajoutais 40 € à chaque année. Or, en intérêt composé, je constate une accélération de l'augmentation. Donc je n'ai pas 1080 € pour ces deux, mais 1081,6. La différence n'est pas énorme. Pour ces trois, au lieu de 1120, j'ai 1124,86. Et là, on peut se dire, la différence est encore minime. Oui, mais regardez, la différence entre les deux est passée à 1,60 € en un an, et l'année suivante, la différence se monte à 4,86 €. Ça veut dire que la différence augmente effectivement en accélérant. Et si vous poursuivez les calculs, vous allez voir cette différence exploser, entre guillemets, en tout cas d'une manière exponentielle. Si vous attendez suffisamment longtemps, eh bien C indice n calculé en intérêt composé va être très supérieur à C indice n calculé en intérêt simple, et non pas légèrement supérieur. Le tout, c'est d'être patient. Alors ces intérêts composés représentent exactement ce qui se passe lorsqu'une banque calcule le montant qui se trouve sur un de vos comptes rémunérés. Donc ça peut être un livret de développement durable, un LDD, ça peut être un livret A, ou tout autre type de placement, type assurance vie, et ainsi de suite. Pour des relations entre banques et particuliers, lorsque vous ouvrez un compte et que ça va durer plusieurs années, la banque vous calcule des intérêts composés. Alors on s'était posé la question en intérêt simple de la conversion de durée lorsqu'on a un nombre qui n'est pas un entier, par exemple. Donc regardons un petit peu ce qui peut se passer, mais une dernière remarque avec le schéma qui s'affiche en haut à gauche. On a vu que entre intérêt simple et intérêt composé, à la date 0, on avait pris la même valeur, et à la date 1, on a obtenu le même montant, 1040, 1040. Oui, mais en intérêt simple, ici en bleu, la croissance est linéaire, et en intérêt composé, elle est exponentielle. On a une courbure. Si deux points doivent être communs à la droite et à la courbe de l'exponentielle pour l'abscisse 0 et pour l'abscisse 1, c'est que, manifestement, la courbe de l'exponentielle se trouve en dessous de la droite pendant la première année. Et évidemment, va passer en dessus de la droite, et va être évidemment de plus en plus haute par rapport à la droite, au-delà de la première année. Alors maintenant, on comprend mieux pourquoi une banque préfère calculer des intérêts simples pour des pratiques à court terme, donc pour des durées inférieures à un an, tout simplement parce que les intérêts récoltés en intérêts simples sont légèrement supérieurs aux intérêts composés. Mais bien entendu, la banque préférera faire des opérations en intérêts composés pour des opérations dont les durées sont supérieures à un an. Alors, allons voir donc des durées de nombre d'années non entiers, on va dire. Prenons un cas d'école avec un taux d'intérêt annuel de 20%. Ça, c'est un placement vraiment exceptionnel. Ça veut dire que le coefficient 1 plus t qui est invoqué dans la formule vaudra 1,2. Je rappelle la formule qui permet d'obtenir Cn à partir de C0. Et imaginons un C0 égale à 1000 € encore. Encore une fois, comme pour les intérêts simples, si vous utilisez un taux d'intérêt annuel dans la formule, alors il faut que l'exposant n soit un nombre d'années. Donc si on vous dit 3 mois, il faut le convertir en années, 3/12e. Si on vous dit 50 jours, on le convertit en années, 50 sur 360, et ainsi de suite.
Alors, avec C0 égale 1000 euros et un taux d'intérêt de 20%, que possède-t-on au bout d'un an? Eh bien, 1000 fois 1,2 puissance 1, donc 1000 fois 1,2. Au bout de 5 ans, 1000 fois 1,2 puissance 5. Au bout de 6 mois, donc attention, l'exposant vaut 6 douzièmes, c'est-à-dire 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Il s'est écoulé 0,5 années. Donc vous mettez un exposant 0,5. Je rappelle que l'exposant 0,5 représente la racine carrée. Et que si à partir de la valeur obtenue au bout de 6 mois, vous faites courir encore 6 mois, eh bien cette valeur va encore être multipliée par 1,2 puissance 0,5. Mais C0 fois 1,2 puissance 0,5 fois 1,2 puissance 0,5 donne C0 fois 1,2 puissance 1. Puisque vous savez que, formule des puissances, a puissance n, le tout à la puissance p, vaut a puissance n fois p. Donc 1,2 puissance 0,5 au carré redonnera 1,2 puissance 0,5 fois 2, c'est-à-dire 1,2 puissance 1. Donc on a toujours cette cohérence lorsqu'on utilise une valeur de n qui n'est pas un entier. Au bout d'un mois, calcul très important en mathématiques financières, vous avez un taux annuel de 20% qui représente un coefficient multiplicateur annuel de 1,2. Qu'en est-il au bout d'un mois? Eh bien, vous mettez un exposant qui correspond à 1/12e d'année sur le coefficient annuel. Vous obtenez quoi? Quelque chose qui évoque le coefficient mensuel. Les 1000 euros de départ ont en fait été multipliés par 1,01531. C'est notre coefficient mensuel. Et 1,01531 signifie une augmentation de 1,531% mensuel. Donc c'est de cette façon qu'en intérêt composé, vous pouvez convertir un taux annuel en un taux mensuel. 20% à l'année, ça représente 1,531% par mois. Voilà, pour illustrer ça sur un dernier exemple, nous avons une durée de 55 jours, donc la valeur de n vaut évidemment 55 sur 360. Et votre calculatrice, ça ne lui pose aucun problème, elle vous fera obtenir 1028,25 euros. Alors, voyons maintenant les différents cas de figure où on n'a pas forcément envie de calculer Cn, mais en connaissant 3 paramètres sur les 4, parmi Cn, C0, T et N, on veut retrouver celui qui nous manque. Première question, actualiser. Retrouver C0 lorsqu'on connaît Cn. J'ai un placement à 6% annuel pendant 4 ans qui m'a donné un capital de 3 534,94 euros. On vient de nous donner quoi? Cn, petit n, 4, et petit t, 6%. Question, quel était le capital placé au départ? Eh bien, C0 est égal à Cn divisé par 1 plus t puissance n, ou encore multiplié par 1 plus t puissance moins n, ce qui revient au même. Bref, si vous voulez revenir 4 ans en arrière, vous utilisez n égale moins 4 et ça fonctionne très bien. Bref, je termine mon calcul et j'obtiens 2800 euros. Voilà le capital de départ. Deuxièmement, retrouver un taux. Je connais la valeur de départ, la valeur d'arrivée. C0 valait 4500 euros. Le placement m'a fait augmenter mon capital jusqu'à hauteur de 6648,55 euros en 8 ans. Quel était le taux? Alors, je réécris la formule. La formule est le seul outil dont on dispose. Donc, 6648,55 égale 4500 fois 1 plus t inconnu, puissance 8. Si vous voulez trouver la valeur de t, bien vous devez résoudre cette équation. Comment est-ce qu'on résout une équation simple ici, où l'inconnu n'apparaît qu'une fois, en se débarrassant de ce qui nous gêne autour de l'inconnu? On va commencer par le facteur 4500. Donc on va diviser par 4500. Et donc 1 plus t puissance 8 tout seul doit être égal à 1,477455.
Donc 6648,55 divisé par 4500. Maintenant, il faut se débarrasser de la puissance 8. Et j'ai expliqué dans la vidéo précédente que c'est en mettant par-dessus une puissance 1/8 qu'on va simplifier une puissance 8. Ou encore, si vous voulez mettre cet exposant de l'autre côté de l'égalité, vous devez l'inverser. 1 plus t vaut ce nombre, puissance 1/8. Votre calculatrice vous renverra un résultat de 1,05. Si 1 plus t vaut 1,05, c'est que le taux est de 5%. Il suffit d'enlever 1 pour trouver le taux. Dernière chose, bien entendu, retrouver une durée. Combien de temps une valeur placée à 7% en intérêt composé met-elle pour augmenter de 50%? Alors, comme dans l'exemple posé sur les intérêts simples, on va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de connaître la valeur de C0. Il suffit de réécrire la formule. Si je veux que ma valeur de départ C0 augmente de 50%, eh bien ça signifie que Cm doit valoir 1,5 C0. Donc je veux que 1,5 C0 soit égal à C0 fois 1,07 puissance n. Bref, je veux que mon coefficient multiplicateur 1,07 puissance n ait atteint la valeur 1,5. Cette fois-ci, on a une équation dans laquelle l'inconnu est en exposant. Donc ça, c'est une équation d'un type très particulier. Et il y a des objets qui sont très à même de nous faire parler des exposants. Ce sont les logarithmes. Il y a un synonyme de logarithme qui est puissance. Alors, je ferai une vidéo spécialement dédiée aux puissances, d'accord, dans laquelle je parlerai de tout ça. Mais une formule sur les logarithmes est extrêmement intéressante dans notre cas de figure. Le logarithme de a puissance n est égal à n fois le logarithme de a. Pas besoin de savoir ce qu'est un logarithme à ce stade. Vous avez une touche log sur la calculatrice. Le tout, c'est de savoir que cette formule existe. Donc ça veut dire que ces deux nombres-là, qui doivent être égaux, impliquent, propriété des logarithmes, que le log du premier soit égal au log du second. Un peu comme si je disais, la racine carrée du premier doit être égale à la racine carrée du second. Donc le log du premier est égal au log du second, sauf que le log de 1,07 puissance n est aussi égal à n fois le log de 1,07. Et ça n'est vrai que pour les logarithmes. Par contre, c'est vrai pour tous les logarithmes. Vous pouvez utiliser le log ou le ln ou n'importe quel autre logarithme, ça fonctionne. Utilisons le log, pourquoi pas, mais vous pouvez remplacer log par ln, ça marchera très bien. Une fraction de 2 log est égale à une fraction de 2 ln. n fois log de 1,07 égale log de 1,5, donc n est égal à log de 1,5 divisé par log de 1,07. Résultat, calculatrice, 5,9928, c'est-à-dire à peu près 6. C'est n en année, il faudra à peu près 6 ans pour qu'un placement à 7% en intérêt composé nous fasse augmenter une valeur de 50%. À comparer avec les intérêts simples, si vous attendez 6 ans en plaçant une somme à 7% annuelle, eh bien l'intérêt étant proportionnel à la durée, vous aurez gagné 6 ans fois 7%, 6 fois 7, 42, vous aurez gagné 42% par rapport à votre valeur de départ. En intérêt composé, dans la même durée, c'est 50% qu'on gagne. Donc on voit que la différence est quand même significative. Alors, nous allons maintenant voir un exemple où on définit quelque chose de différent, mais nous n'allons pas voir de calcul supplémentaire par rapport à tout ce qui a été vu précédemment. Parlons de taux équivalent. En fait, on nous propose un placement de 1 000 € au taux annuel de 5% sur 8 ans. Placement très intéressant, mais je me pose la question quand même. J'aimerais bien trouver un placement sur 6 ans, parce que attendre 8 ans, ça fait beaucoup. Et je me demande quel taux serait équivalent sur 6 ans. Alors, quand on parle d'équivalence en mathématiques financières, on est en train de dire qu'on veut obtenir la même valeur acquise, c'est-à-dire la même valeur finale.
La première version de notre placement nous dit que Cn va être égal à 1000 fois 1,05 puissance 8. La deuxième version me dit que Cn va être égal à 1000 fois 1 plus t puissance 6. Et je veux obtenir le même Cn pour avoir par définition l'équivalence. Donc notre 1,05 puissance 8 doit être égal à 1 plus t puissance 6. 1,05 puissance 8, ça vaut 1,47746. Il suffit de diviser ce qu'on voit ici par 1000. Donc je veux que 1 plus t puissance 6, division par 1000, soit égal aussi à 1,47746. Je veux trouver la valeur de t, donc je me débarrasse de la puissance 6 en mettant une puissance 1 sixième. Donc 1 plus t doit valoir ce nombre puissance 1 sixième, donc 1,06722. Donc si je veux un placement qui me rapporte la même somme, mais au bout de 6 ans, il faut que ce placement soit à 6,722%. Plutôt qu'un placement sur 8 ans, mais à 5%. Alors attention, hein, n'allez pas à la facilité en vous disant 5% sur 8 ans, combien sur 6 ans, je fais un tableau de proportion et un produit en croix. Non, en intérêt composé, l'intérêt n'est pas proportionnel à la durée, il est exponentiel. Donc vous pouvez oublier les produits en croix, vous devez vous en tenir à la formule et appliquer la formule. Voyons maintenant la notion de capitaux équivalents. Je prends un taux annuel de 8% pour un placement en intérêt composé. Et nous sommes aujourd'hui à la date 0. Dans 3 ans, je projette de pouvoir placer 1000 € qui vont fructifier pendant 2 ans et donc avec un taux de 8% devenir 1166,4. Par la formule, hein, toujours la même, donc Cn va être égal à 1000 fois 1,08 puissance 2. Résultat, 1166,4. Dans un an, à partir d'aujourd'hui, je pourrais déjà placer 500 €, je prévois de le faire, et je me demande quelle valeur ils vont devenir au bout de 5 ans. Eh bien, ils vont devenir 500 fois 1,08 puissance 5. Résultat, 680,24 €. Et puis, je peux placer tout de suite 1500 € et les faire fructifier pendant ces mêmes 5 années. Pour obtenir à la même date finale une valeur qui sera comparable aux deux autres, et qui vaut 1500 fois 1,08 puissance 5. Résultat, 2203,99. La question est, si je voulais ne pas faire ça, donc ne pas placer 1000 € dans 3 ans, 500 € dans un an, 1500 € aujourd'hui, mais placer une somme à une certaine date pour obtenir le même capital final dans 5 ans, eh bien, il faudrait le faire quand? Alors évidemment, une somme à une certaine date, ça fait 2 inconnus. Donc il faut fixer une des deux valeurs. Donc disons par exemple, si je souhaite placer 3200 € à un certain moment, pour qu'ils deviennent la même somme à l'arrivée, c'est-à-dire dans 5 ans à partir d'aujourd'hui, il faut que je les place quand? Autre version donc de la question, ce qui s'est affiché ici, en combien de temps 3200 € placés deviennent-ils 4050,64? Donc si les capitaux 1500 et 1500 peuvent être remplacés à une autre date par un capital de 3500 pour donner la même valeur à l'arrivée, eh bien ils seront dits capitaux équivalents. Encore une fois, le terme équivalent signifie je veux la même somme à la fin. Donc la question est de dire, en fait, mon inconnu est la durée, hein. Je veux obtenir 4050,64 € à partir de 3200 € à un taux de 8%, donc le coefficient 1 plus t vaut 1,08. La question porte sur n.
Et donc, comme précédemment, je vais résoudre cette équation en trouvant la valeur de n, et ici, encore une fois, en passant par les logarithmes. Première chose à faire avant d'invoquer les logarithmes, c'est se débarrasser du facteur 3200. Donc, je divise tout ça par 3200. 1,08 puissance n tout seul doit être égal à 1,2658. Et donc les logarithmes vont me dire n est égal au log de 1,2658 divisé par le log de 1,08. Alors vous voyez, j'ai fait exprès ici, j'ai écrit des ln. Bien sûr, un log n'est pas égal à un ln, mais une fraction de 2 log est égale à une fraction de 2 ln. Je vais trouver quoi? Un petit peu plus de 3 ans. Si je veux savoir de combien je dépasse les 3 ans, eh bien, je prends 0,0629 et je le multiplie par 12 pour l'avoir en mois, ou par 360 pour l'avoir en jour. En tout cas, les 3200 € doivent être placés à peu près à cette date-là. La durée du placement doit légèrement dépasser 3 ans. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faudra que je place 3200 € dans un peu moins de 2 ans. Donc, les deux versions, dans ce que je peux envisager de faire, sont équivalentes, c'est-à-dire elles me donneront au bout de 5 ans la même somme. Alors évidemment, elles donneraient la même somme au bout de 4 ans ou au bout de 6 ans. D'accord? Mais ici, on s'est arrêté à 5 ans. Alors, pour finir cette vidéo, avec donc une deuxième partie qui sera plus courte que la première, voyons des généralités sur les emprunts les plus couramment employés. Les emprunts indivis, c'est-à-dire une somme est prêtée et elle est à rembourser en bloc. Elle ne va pas être décomposée en deux sous-sommes avec des conditions de remboursement différentes. Non, c'est indivisible, donc emprunt indivis. Il y a classiquement deux types de remboursement d'emprunt. Le premier type étant le remboursement en amortissement constant, qui est davantage pratiqué dans des relations banque-entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en amortissement constant? Prenons donc un exemple et puis expliquons les choses sur l'exemple. Donc, une entreprise va emprunter de l'argent à une banque au taux d'intérêt annuel de 4%. Elle va emprunter, disons, 100 000 € qu'elle doit rembourser en 5 ans. Une entreprise, souvent, va préférer un mode de remboursement annuel. Donc, elle va rembourser en une fois par an pendant 5 ans. Ce qui est une dépense annuelle qui va s'insérer facilement dans son bilan comptable annuel, avec une somme qui intervient juste une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a à réaliser, nous? Eh bien, un tableau d'amortissement de l'emprunt. Et il se présente comme suit. C'est-à-dire que vous avez, évidemment, les années, donc les périodes de remboursement qui sont étalées ici les unes en dessous des autres. Une colonne qui vous parle du capital restant dû, donc ce qu'il reste à rembourser au fil du temps, qui va donc diminuer au fur et à mesure que vous remboursez. Le capital restant dû en fin de période, tout à droite, eh bien, est égal au capital restant dû au début de période suivante. Donc on a les mêmes valeurs, mais en décalage d'une ligne. Et puis vous avez trois colonnes centrales qui sont évidemment les plus importantes pour nous. D'abord, la colonne annuité de remboursement, qui représente la somme que vous allez débourser chaque année, puisque vous décidez de rembourser par annuité. La somme que vous allez débourser chaque année pour payer la banque se décompose en une addition entre des amortissements et des intérêts. Les amortissements représentent une partie de ce que vous allez payer et représentent ce que vous allez rembourser par rapport au capital qui a été prêté. Alors que les intérêts sont des sommes que vous allez payer en plus à la banque et qui dépendent directement, elles, du taux d'intérêt. Alors voyons comment ça s'articule, d'autant plus que ici, nous sommes en mode amortissement constant. Si l'amortissement sert à rembourser le capital qui a été prêté au départ,
mettons 100 000 euros, et qu'on est en amortissement constant, eh bien, puisque vous remboursez en 5 fois une somme de 100 000 euros, vous devez rembourser 5 fois 20 000 euros. Donc le mode d'amortissement constant vous permet de remplir d'abord cette colonne. Ça signifie que au début de la deuxième année, alors plutôt au début de la troisième, parce que vous payez peut-être une première fois en fin de première année, bon, etc. Bref, un an plus tard, il vous restera 80 000 euros à rembourser. Puis 60 000, puis 40 000, puis 20 000. Et votre dernier remboursement vous fera un restant dû à la fin de 0. Ça, ce sont les amortissements. Quel que soit le mode de remboursement d'emprunt, la somme des amortissements doit être égale à la valeur prêtée au départ. Calculons maintenant les intérêts. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d'intérêt et du total qui reste dû. Donc évidemment, pour la première année, c'est la totalité qui reste due en début de période. 4% de 100 000 euros, ça nous donne 4 000 euros. Vous allez donc payer à votre banque la somme de 24 000 euros. Mais il vous reste à rembourser 80 000 et non pas 76 000. La seule valeur qui a permis de rembourser ce qu'on vous a prêté, c'est l'amortissement. Donc c'est un piège à éviter, évidemment. Les intérêts sont juste du plus pour la banque. Donc pour payer ses frais, pour combler le fait que si elle ne vous avait pas prêté de l'argent, elle aurait pu investir cet argent et ça lui aurait éventuellement rapporté. Donc bien entendu, puisque vous lui remboursez une somme plus tard, elle vous fait payer des intérêts, évidemment. Alors, dans la deuxième ligne du tableau, tout redémarre comme s'il ne s'était rien passé sur la première ligne. C'est exactement comme si, à la date N+1, la banque vous prêtait 80 000 euros à rembourser en 4 fois à 4% d'intérêt. Et bien entendu, si la banque ne vous avait pas prêté 100 000 euros aujourd'hui, elle aurait pu les faire fructifier et obtenir 104 000 euros un an plus tard. Maintenant, au 1er janvier, on va dire, de l'année suivante, c'est comme si elle vous prêtait 80 000 euros, que vous allez lui rembourser un an plus tard. Vous remboursez en fin de période ici dans ce tableau. Les 80 000 euros, elle estime qu'elle aurait pu les faire fructifier au taux de 4%, et donc elle va vous les réclamer à vous, puisque vous allez lui rembourser un an plus tard. Donc j'ai des intérêts qui valent 4% de 80 000 euros, 4 x 8, 32, 3 200 euros. Je vais donc payer cette année-là 23 200 à la banque, mais il me restera 60 000 euros à rembourser, et ainsi de suite. Les intérêts valent toujours la valeur qui reste à rembourser à gauche. Donc évidemment, puisque cette valeur est dégressive, les intérêts sont dégressifs. Les amortissements étant par définition constants, la somme totale que vous devez débourser chaque année est dégressive. Alors pourquoi est-ce que c'est un mode de remboursement qui intéresse les entreprises et donc qui est pratiqué couramment entre banques et entreprises? Eh bien parce que souvent une entreprise a besoin de liquidités pour faire un investissement, par exemple acheter un parc de machines. Au début, les machines sont neuves et donc fonctionnent à plein rendement sans besoin de beaucoup d'entretien. Et puis au fil des années, les machines vieillissent et donc les dépenses de l'entreprise en entretien et en réparation augmentent. Et donc pour l'entreprise, c'est une bonne nouvelle d'avoir de moins en moins d'argent à payer à la banque pour rembourser l'emprunt. Ça compense un petit peu le surplus de dépenses, donc les dépenses croissantes, d'accord, en maintenance. Donc c'est pas mal de fonctionner comme ça. Par contre, pour des particuliers, avoir des annuités ou des mensualités qui sont dégressives, ça veut dire rembourser beaucoup au début pour rembourser de moins en moins ensuite. Donc pourquoi pas? Mais on aime bien en tant que particulier gérer un budget avec des dépenses qui sont constantes. Ça, c'est quand même plus intéressant. D'autant plus qu'en tant que particulier, on a tendance à avoir
au moment d'un emprunt un salaire qui est ce qu'il est, et puis d'avoir un salaire qui augmente légèrement au fil des années. Donc avoir un salaire qui est plus faible au départ et plus fort à l'arrivée, en phase de remboursements qui sont plus forts au départ et plus faibles à l'arrivée, c'est pas très confortable pour des particuliers. Donc on évitera le mode amortissement constant et une banque vous proposera systématiquement le mode annuité constante ou mensualité constante et on va voir le calcul correspondant. Les annuités constantes, je vais repartir sur le même exemple numérique, un emprunt de 100 000 € au taux annuel de 4% à rembourser pendant 5 ans. Donc faisons simple pour démarrer, on considère qu'on va rembourser encore en annuité. Donc on calcule des valeurs à rembourser par année. Cette fois-ci, on va considérer des intérêts composés. Si on veut que les annuités de remboursement permettent à la banque de s'y retrouver par rapport au taux d'intérêt qu'elle avait annoncé au départ, sachant que ce que vous payez à la banque est une somme fixe, mais qui, en valeur actualisée à la date zéro, ne représente pas la même chose, puisque les durées entre chaque remboursement et la date zéro ne sont pas les mêmes, eh bien, il faut bien ajuster le calcul des annuités ou des mensualités. Je ne ferai pas la démonstration ici. Donc ça part du principe des sommes de termes d'une suite géométrique, bon, etc. Mais je la ferai volontiers dans un cours un petit peu plus approfondi de maths financière. Ici, on va s'en tenir à, on va dire, à la formule qu'on va nous donner. Si vous voulez tenir compte de tout ce que je viens de vous dire, eh bien vous devez calculer une annuité qui soit égale à C0 multiplié par le tout divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. Ça peut paraître affreusement compliqué, mais c'est comme ça. Alors, cette formule est donnée, donc il suffit de l'appliquer en remplaçant les valeurs qu'on connaît dans la formule. Si on vous dit C0 égale 100 000 et T égale 4%, donc 0,04, eh bien vous le faites. 100 000 fois 0,04 divisé par, et là sur une calculette, c'est à cet endroit-là qu'on ouvre une parenthèse, 1 moins 1,04 puissance moins n, c'est-à-dire ici moins 5. N représente dans ce type de formule toujours le nombre de remboursements. Si vous appliquez bien la formule, vous trouvez une annuité de 22 462,71 €. Très bien. Donc on va rembourser ça 5 fois de suite. Pas besoin de les additionner, il suffit de prendre cette valeur et de la multiplier par 5 pour voir ce qu'on va payer en tout. Donc je l'afficherai à la fin. L'intérêt dans tout ça, il se calcule toujours de la même façon. Le taux d'intérêt appliqué au capital restant dû en début de période. Donc l'intérêt de la première année vaut toujours 4 000 €. Mais je vous avais expliqué tout à l'heure que amortissement plus intérêt égale annuité. Or ici, on connaît l'annuité et l'intérêt. Donc c'est par soustraction qu'on va trouver l'amortissement. Si j'ai payé 22 462 € à la banque, dont 4 000 d'intérêt, c'est que sur l'argent qu'on m'a prêté, j'ai remboursé 18 462 € et pas 20 000. Donc je commence par rembourser peu et par payer beaucoup d'intérêts, et on va s'apercevoir que la tendance va s'inverser au bout d'un moment. Parce que lorsque je calcule mon deuxième intérêt, il va être évidemment plus faible, donc les intérêts sont dégressifs. Mais si les intérêts sont dégressifs et les annuités constantes, c'est que les amortissements sont progressifs. Une valeur augmente, l'autre diminue, le total reste le même. Alors, 4% de 81 000, etc. vaut 3 261,49. Par soustraction, je m'aperçois que la deuxième année, j'ai remboursé 19 210 € sur l'argent qu'on nous a prêté. Et ainsi de suite. Vous continuez avec la même logique. Vous apercevrez que vos intérêts diminuent. Les amortissements qui étaient inférieurs à 1/5 du total, c'est-à-dire à 20 000 €, deviennent progressivement supérieurs à 20 000 €. Donc vous remboursez l'argent prêté d'une manière accélérée.
Voilà, donc si on veut maintenir des annuités constantes, on va rembourser l'argent d'abord faiblement, puis de plus en plus fortement. Mécaniquement, ça va se trouver comme ça. Alors, en suivant cette formule, il se trouve que les amortissements ont un total qui va bien correspondre à 100 000 euros. En fait, on visait ça au départ et c'est pour ça que cette formule existe. Il n'est pas la peine de faire la somme des intérêts puisque je sais que j'ai payé ma banque en tout 5 fois 22 462 euros. Donc 112 313,55. Et en retranchant 100 000, je trouve que j'ai payé un total de 12 313,55 euros d'intérêt. En fait, je peux dès le départ savoir combien d'intérêts je vais payer au total, sans même les calculer, puisque je sais combien je vais payer à la banque et je sais combien je lui devais. Le surplus au fait qu'on paye à la banque s'appelle le coût du prêt. Ce prêt me coûte 12 313,55 euros. En mode annuité constante, on paye 12 313 euros d'intérêt. En mode mensualité constante, on était, si ma mémoire est bonne, à 12 000 euros. Il y a une légère différence, légèrement en défaveur du mode annuité constante dans le total des intérêts qu'on va payer. Mais l'avantage, on va dire, est de stabiliser les annuités. Alors, un dernier exemple où on va aller sur des mensualités. Qu'est-ce qui se passe en fait si vous êtes un particulier et que vous voulez faire un emprunt à votre banque? En tant que particulier, la plupart du temps, on souhaite régler des mensualités, pas des annuités. Or, la banque vous annonce un taux d'intérêt annuel pour votre emprunt. Donc imaginons que pour un prêt à la consommation, une banque vous prête de l'argent au taux de 6,55%. À partir de là, elle va vous calculer des mensualités. Mais c'est bizarre, on ne peut pas calculer des mensualités sur la base d'un taux annuel. Donc ça veut dire qu'il y a un premier travail à faire qui est de convertir le taux annuel en taux mensuel. Donc imaginons que pour acheter une voiture d'occasion, par exemple, on emprunte à la banque 8 000 euros à rembourser sur 3 ans, donc en 36 mensualités, que la banque vous dise, d'accord, le taux est de 6,55%. Comment est-ce que la banque fait pour vous calculer des mensualités? Eh bien, le taux annuel de 6,55% correspond à une multiplication annuelle des valeurs par 1,0655. Ça représente quoi comme coefficient mensuel? On est sur un coefficient de forme 1 plus t. Eh bien, 1 plus t puissance 1/12, pour ramener ça à une période d'un mois. N'oublions pas qu'on est sur le mode des intérêts composés. Mais 1,0655 puissance 1/12, ça vaut 1,005301. Ce qui représente, entre parenthèses, 0,5301% mensuel. La formule que j'ai utilisée tout à l'heure sur les annuités, elle est applicable aussi pour des mensualités. Le tout est de mettre à l'intérieur un taux mensuel et un nombre de mois pour l'exposant. Donc je mets évidemment mon taux mensuel ici au numérateur qui vaut 0,005301. Attention à pourcent, ça veut dire sur 100. Donc 0,00. Et j'utilise ici un coefficient 1 plus t qui est ici 1,005301. La puissance moins n sera une puissance moins 36. Et là, j'atteins la bonne valeur. Vous devrez régler 244,69 € par mois. Le coût du prêt, bien, vous allez rembourser 36 fois 244,69 €. Vous retranchez les 8 000 € qui ont été prêtés et vous apercevez que vous paierez 808 € supplémentaires. En fait, vous allez payer à la banque 8 808,73 € pour rembourser un emprunt de 8 000 €. Donc ça vous coûte 808,73 €. Le tableau d'amortissement, il a évidemment toujours la même forme. Vous avez 8 000 € à rembourser au départ. Vous avez calculé des mensualités de 244,69 €. Bien évidemment, le tableau que la banque va vous éditer et vous imprimer comportera 36 lignes, une par mois. Donc je représente simplement le début du tableau. Il y aura partout 244,69 € de mensualité, et puis
Partout, je vais pouvoir calculer un intérêt sur la base de la somme de gauche et du taux d'intérêt. Attention, taux d'intérêt mensuel. 0,5301% de 8 000 euros. Ça représente 42,41 €. Par soustraction, j'en déduis l'amortissement réalisé le premier mois. Sur les 8 000 euros empruntés, j'ai remboursé 202,28 € de capital. Il me reste donc à rembourser, au début du deuxième mois, 7 797,72 €. Je recalcule les intérêts sur cette somme, et ainsi de suite. Soustraction, valeur à rembourser, intérêt, soustraction pour l'amortissement, valeur à rembourser, etc., etc. Mais je sais d'avance que j'ai emprunté 8 000 euros et que je vais les rembourser ici. Je sais d'avance que je vais payer 36 fois 244,69 €. Et donc j'en déduis par soustraction que le montant total des intérêts vaut 808,73 €. J'ai des amortissements qui vont être croissants, alors que les intérêts sont décroissants, et donc le total fixé. Voilà, donc nous avons fait un tour d'horizon sur une introduction aux mathématiques financières. Bien entendu, dans la première partie des placements, il existe des placements un peu plus exotiques que ceux dont on a parlé. Et bien entendu, au niveau des remboursements d'emprunts, il y a des remboursements un petit peu plus particuliers que ce qu'on est en train de voir ici. Par exemple, des remboursements dont la première mensualité est reportée de 2 ou 3 mois, avec donc des calculs supplémentaires à effectuer, ou des remboursements in fine, voilà, ou des intérêts qui sont comptés mais pas de la même façon. Bon, voilà, il existe de multiples choses, dans de multiples cas de figure pour de multiples acteurs. Bien, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair pour comprendre les premiers pas des mathématiques financières. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.